comme une négresse que je suis. Alors, le 7 janvier, j'annonce à ma famille que je pars. Et mon époux me dit, je sais qu'en général, la petite tête voyage, mais Dieu te répond toujours, qu'est-ce qui se passe avec le Dieu à l'intérieur de toi? Je lui dis, le Dieu à l'intérieur. Si TV, moi, nous pas faire parler dans la vidéo, ça pour plus de détails, en temps de causer. En temps de, me retirer les nets, pour en temps de causer, TV, parce que causer en pile. Et mon histoire à moi est encore plus insolite. J'ai une galerie d'art, d'habitude, le mois de janvier, c'est le meilleur mois de l'année, parce que mes clients ont à payer le bonus, ils sont très occupés en décembre. Décembre, c'est pas vraiment le bon mois. Et janvier, c'est le mois où je vais travailler, mais vraiment comme une négresse que je suis. Alors, le 7 janvier, j'annonce à ma famille que je pars. Et mon époux me dit, je sais qu'en général, la petite tête voyage, mais Dieu te répond toujours, qu'est-ce qui se passe avec le Dieu à l'intérieur de toi? Je lui dis, le Dieu à l'intérieur de moi me dit qu'il faut que je me déplace. Il me dit, bien oui, tu te déplaces quand? Je dis demain. C'était le 8 janvier. Je pars. Le tremblement de terre arrive et je suis avec une amie qui s'appelle Maria Sali dans un restaurant. Et je lui dis, il faut que je te fasse des cartes, il se passe quelque chose dans ma tête que je ne comprends pas. J'ouvre les cartes et je lui dis, mais nous devons rentrer. Je rentre et je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vois dans mes cartes? Je dis, le néant. Haïti disparaît, il semble, mais pas tout à fait. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, mais ouvrez la télé. Et on ouvre la télé et à la télé, ce que le chroniqueur annonce, il y a eu un tremblement de terre, il semble qu'Haïti a disparu et l'écran est tout noir. Alors ces femmes-là qui étaient avec moi se mettent à hurler. Je dis non, allumez toutes les bougies, on va envoyer de l'énergie positive et on va sauver ce qui reste. Bon, elles ont obéi, ce qu'on a fait. Si bien que j'ai été la première personne à faire le contact pour Haïti et je me suis retrouvée pendant 4 jours et 4 nuits bloquée devant l'ordinateur à faire des contacts ici et là. Si bien que j'avais perdu mon fils dans cette affaire et en cherchant des gens pour des gens, mettant des gens ensemble, quelqu'un a envoyé le message, gon docteur là encore là, et tel gens, c'est li capé des moun. Avec le dash. De docteur Laroche. Et je dis, mais comment il est? Quand on a décrit la personne, je dis, mais non, il n'est pas médecin, mais c'est mon fils. À l'époque, il travaillait au Dash avec le docteur Laroche. Alors, ce qu'il faisait, il s'amusait à voler les médicaments et à porter au champ un petit peu partout, si bien qu'il va perdre son job. Ok. Oui. Mais il va être pris en main par Sean Penn et avec Sean Penn, il va recommencer à faire du bénévolat et c'était là sa voie. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle notre intuition nous dit de faire une affaire de fou. Quand on nous dit de poser un acte de fou, il faut le faire. Parce que très souvent, l'intelligence nous bloque et nous empêche d'être à l'écoute du Créateur, du Dieu à l'intérieur. C'est l'intelligence qui fait ça, qui en est la cause. Ça va être la mythologie nous raconte l'affaire de l'arche de Noé et beaucoup de scientifiques disent que les Haïtiens sont les derniers fils de Noé. Et c'est en Haïti que l'histoire de l'humanité va reprendre forme. J'ai même appris que ce serait... C'est là que le miracle va s'accomplir. Il faut se préparer. Parce que 2028 va être une année féroce. Et 2025. Mais constructive. 2025, pardon, j'ai dit 2028. 2028, nous serons déjà dans l'abondance. 2028. Ah oui. C'est dans 3 ans. Oui, la belle abondance. Ah. Oui. Observons la pause. Plaisir. Ah, et je m'en réjouis. Ça fait plaisir. Mais j'ai une pensée particulière, qui est une pensée d'affection et d'amour pour ceux-là qui ont traversé le 12 janvier. Car quand on parle de l'histoire de l'humanité, il y a 2 genres d'individus qui traversent. Il y a ce qu'on appelle les médians, parmi les gens du 12 janvier qui sont partis. Certains d'entre eux
n'ont pas encore traversé. 15 ans Parce après. qu'ils s'occupent, oui, 15 ans après, ils s'occupent de la parentèle, ils s'occupent des gens qu'ils ont aimés, ils mettent de l'ordre encore, si bien que beaucoup de gens disent rêver de leurs parents ou de leurs amis partis. Et ils ont peur, parce qu'ils se demandent, est-ce que c'est parce que nous autres, nous allons mourir? Tel n'est pas le cas. C'est une façon de leur dire, ne vous en faites pas, nous sommes encore là avec vous. D'où la nécessité pour nous autres, les survivants, d'aider nos parents, nos amis et ceux que nous avons connus à traverser, à s'en aller vraiment. Leur dire que nous sommes bien, que nous pouvons nous défendre, que nous pouvons appréhender les événements que nous côtoyons afin qu'ils partent. Je sais que tu entretiens des relations avec des gens qui ont déjà voyagé, pour reprendre tes propres mots. Et oui, tu entretiens des relations, et je ne sais pas si les mots sont justement bien utilisés. Et est-ce que ça veut dire que ce que tu nous dis là, ce que tu partages avec nous, Marie-Alice Théard, c'est du vécu? Oui. Oui, et c'est du vécu pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on disait que les Grecs, quand ils allaient au royaume des morts, passaient par la source appelée l'été, afin d'oublier. Donc, on effaçait leur mémoire pour qu'ils reviennent. Jésus disait de Jean-Baptiste, il est revenu. Et dans certains endroits, certaines cités de l'époque, on n'acceptait pas Jésus parce qu'on attendait Élie. Et en 553, il y a eu un concile auquel le pape lui-même n'a pas assisté. Et c'est depuis lors qu'il y a comme une vindicte pour que l'on renonce à la réincarnation. Mais la réincarnation a toujours existé, on en a toujours parlé. Il y a des gens chez qui on a effacé la mémoire entièrement, il y a des gens chez qui on a effacé la mémoire en partie, et il y a des gens chez qui on n'a pas effacé la mémoire. Beaucoup d'études ont été faites là-dessus. Si bien que l'on dit qu'à 90%, on revient dans le même pays ou dans la même famille ou avec les mêmes personnes. Ce qui arrive chez nous, c'est que des gens qui sont partis le 12 janvier, certains d'entre eux étaient venus finir une mission et sont partis définitivement. D'autres sont partis pour revenir. D'autres sont déjà revenus. Et ça nous permet aussi de faire un distinguo entre les médians, c'est-à-dire ceux qui meurent et qui n'ont pas encore traversé, et les fantômes. Parce que les fantômes, ce sont des âmes qui sont restées coincées et qui n'ont pas pu traverser parce qu'ils se sont attachés au matériel ou alors qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas fini, comme ça a été le cas pour beaucoup de Templiers. Il y a beaucoup de Templiers qui n'ont pas pu traverser parce qu'ils ont des choses à donner, ils ont des choses à partager, ils ont une mission à terminer. Et quand ceux-là qui voient les décédés vous disent « J'ai vu quelqu'un qui parle une langue que je ne connais pas ». Cette personne a vu un fantôme qui parle le langage de son époque. Parce que si c'est un Templier que vous voyez, il va parler une langue que vous ne connaissez pas. Si c'est quelqu'un qui est d'une vie de bien lointaine, il va parler araméen ou une autre langue morte. Donc vous n'allez pas comprendre. La personne reste bloquée dans son époque. Il va porter les vêtements de son époque, il va parler le langage de son époque, et très souvent les communications se font au niveau de l'esprit, de l'intelligence. Et quand c'est quelqu'un... Je ne me rappelle pas avoir fait cette expérience, de voir quelqu'un dans mes rêves et qui me parle dans une langue... On ne les voit pas en rêve, on les voit dans ce qu'on appelle les rêves éveillés, ou alors, comme on dit en créole, yeux clairs.
On voit un fantôme. Moi, j'ai vécu avec des fantômes. Nous avons habité, ma famille et moi, une maison hantée au Caille. Non, d'accord, tout qu'on va même avec tout le monde. Non, c'est cette maison-là qui est juste à côté de l'hôpital général au Caille. C'est une maison hantée. Et cette maison a une grande terrasse. Donc, le matin, j'allais balayer la terrasse avec les fantômes. Et je me rendais compte que c'était des gens transparents dont les pieds ne touchaient pas le sol. Alors que souvent, à la table de la salle à manger, nous avons des médiums avec nous. Ces médiums étaient comme nous. La chose commune entre les médiums et les fantômes, c'est que leurs pieds ne touchent pas le sol. La chose commune, et le le plus, c'est qu'on ne les voit pas. Oui, étant donné que c'est plus récent aussi, il va parler le langage de notre époque. Il va porter les vêtements de notre époque. Donc là, il y a plusieurs dimensions, si je crois bien comprendre. Une dimension qui vous permet d'entrer en contact ou encore de voir les médiums, et les autres dimensions Je n'ai pas ce pouvoir. Non, je ne fais pas de canalisation. Non, je ne parle pas de vous. Contre la canalisation. Je ne parle pas de vous. Je parle de manière générale. De nous autres. De manière générale. Des humains vivants. Vivants. Je dis qu'il y a les médiums, ceux avec qui on peut communiquer. On peut communiquer avec les fantômes aussi. Les fantômes aussi, parce que tu l'as bien dit qu'il n'y a pas de différence. Mais là, moi, il y a une grosse différence. L'un est coincé, l'autre est dans un no man's land. Il va s'en aller. Mais la famille peut le retenir. Par exemple, quand vous mettez la photo de quelqu'un, chaque jour vous priez devant, vous allez voir une cartomancienne et vous faites des canalisations. Vous empêchez à cette personne de traverser. Parce qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. Et l'âme qui doit traverser doit travailler pour évoluer jusqu'à fusionner avec son Créateur. Donc, quand vous appelez cette personne, chaque fois, vous rétrogradez l'évolution de cette personne. Car ces c'est âmes... une bonne chose de... Non, il ne faut pas le faire. Car quand une âme a besoin de vous, elle vient vers vous. Parce que je trouve cela absurde, bien que, bon, comme Saint-Augustin, je crois, parce que c'est absurde. Mais cependant, je dirais, il ne faut pas déranger l'évolution d'une âme qui traverse. Parce que ces âmes-là travaillent. Elles travaillent à leur évolution. Et souvent, quand vous les appelez, elles font un long chemin pour revenir vers vous. Souvent, elles font un long chemin pour venir rencontrer quelqu'un qui va traverser. Donc, il ne faut pas les déranger. Dois-je comprendre que c'était bien pour l'humanité ou encore pour Haïti le 12 janvier? Je ne dirais pas que c'était bien. Je dirais que le 12 janvier, ça a été une chose initiatique, dramatique, effrayante, bouleversante et miraculeuse. Parce que ça nous a permis de rencontrer ce don divin qu'on appelle la compassion, l'empathie, la générosité. Et Haïti, une fois de plus, a fait une première. C'est bien la première fois qu'on a vu des gens qui n'avaient rien en commun avec d'autres gens se porter à leur secours et risquer leur vie pour sauver les autres. Et comme je te l'ai dit tantôt, je dirais que c'est une occasion. J'ai cherché le mot parce que je trouvais que occasion était trop faible. Mais je dirais que non. Je dirais que c'était un moment de vie qui a permis que l'on admette que ceux-là que l'on prenait pour les plus vulnérables pouvaient nous étonner par leur noblesse. Et justement, j'ai ces 4 cas que j'aimerais bien partager avec vous. Et le premier cas, qui est peut-être le plus important, je l'appelle le prince de lumière. Le prince de lumière s'appelle Rodenson. Rodenson avait 6 ans. Il avait une jeune sœur appelée Anna qui n'avait que 4 ans. C'était une famille humble, dans un milieu défavorisé. Il y avait le père maçon, la mère qui avait un petit studio de beauté,
Et la mère avait pris l'habitude de responsabiliser Rodenson. Quand tu dis maçon, Maçon, un boss maçon. Un boss maçon, yeah. Et les parents je tenais à cette précision. Oui, oui, pas le maçon mystique. C'est ça, ok. La mère sort et dit à Rodenson, tu es responsable de ta sœur. Donc, n'ayant pas les moyens de se payer une nounou, c'est Rodenson qui doit s'occuper de sa sœur. Eh bien, le tremblement de terre arrive, Rodenson est propulsé hors de la maison, Rodenson est amoché, Rodenson est douleur, tu sais, parce que bon, ce moment-là était un moment qui n'avait qu'une traînée de douleur. Donc, les voisins sont venus aider Rodenson, le sortir des gravats, et Rodenson se souvient qu'il a une responsabilité. Malgré la douleur atroce qu'il ressentait, il retourne sous les décombres, il va chercher sa sœur. Et tu vas comprendre pourquoi je l'appelle un prince de lumière. Il entend les cris de la sœur est dans un trou. Malgré sa souffrance, il se laisse glisser dans le trou. Il ramène la sœur. Les gens l'ont vu sortir avec la petite fille qui avait une poupée de chiffon en main. Je vais rencontrer Rodenson 3 ans plus tard. Il va venir à ma galerie d'art. Il va prendre des cours parce que Rodenson aime l'art. Rodenson est joyeux, il est jovial, c'est un garçon extraordinaire qui descend d'Elma pour aller chercher sa sœur à l'école. Et un beau jour, je lui dis, mais tu marches en te dandinant. Il me dit oui, parce que ce jour-là, c'est quand je suis revenue que je me suis rendu compte que j'avais perdu ma jambe. Donc il a été chercher sa sœur. Avec une jambe perdue. Avec une jambe perdue. Amputée d'une jambe. C'était un prince de lumière. C'est le lendemain, en sortant, il s'était pas évanoui. Et le lendemain, à son réveil, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus la jambe. Mais il a sauvé sa sœur. C'est un cas exceptionnel. Et je dis que ça a été une expérience heureuse parce que ce sont des enfants joyeux. Et là, à la librairie des Champs, il y a beaucoup de livres sur enfants avec Anna. Anna est devenue une petite star. Et on fait beaucoup de livres pour enfants autour de Anna. Eh bien, Rodenson maintenant est un étudiant qui a reçu son diplôme universitaire. Donc c'est un prince de lumière. 15 ans après. Oui, oui. Il a 21 ans. Deuxième fait maintenant. Le deuxième fait, il s'agit d'un bourgeois mulâtre, gros, gras, énorme, qui brasse de l'argent. Et bon, on fait de l'argent, la machine marche à longueur de journée. Ce n'est pas la machine ATM qui donne, c'est la machine ATM qui prend. Et il a une secrétaire. Ce jour-là, ils ont finalisé un contrat, tout le monde est content. Lui, il rêve déjà de la fête qu'il fera à Thomasin avec sa femme, les amis, le champagne, blau. Tremblement de terre, il se retrouve 2 étages plus bas, la secrétaire en dessous et cette masse énorme couchée sur la secrétaire. Et ce qu'ils ont comme espace, c'est l'espace d'un cercueil. Donc, ces gens-là commencent à s'asphyxier. Je donne les détails dans ce livre, mais je vais passer sur les détails. Et une amie appelle, son téléphone par chance marche. Il trouve un tesson de bouteille, il coupe sa poche, il enlève le téléphone, parle à l'ami qui lui dit « Je cherche ton fils ». Et il dit à l'ami « Écoute, et j'ai besoin d'aide, voilà. » L'ami lui dit « Voilà, j'appelle Aïchan Tractor, on envoie des machins pour aider et on envoie de grosses masses énormes pour enlever le gravat et sortir ces gens. Mais au lieu de les sortir, on les entasse davantage. Oui, c'est une possibilité. Et dans la rue, les gens parlent. Tout le monde parle. Et quelqu'un entend dire Monsieur William, tel côté, oui, ça va pas. Il dit, qui est-ce? Monsieur Etal Gédéon. Alors j'invite des noms. Oui. Parce que je veux garder, quand même, respecter l'intimité des gens. Et on lui dit, oui. Il dit, ah non, nous suis c'est monsieur. Et on dit, oui. Alors lui, qu'est-ce qu'il est? Encore un boss maçon. Et il dit, ah, je vais aider. Donc, il avait en main son burin et son marteau. Il s'en va.
Donc, impossible pour les gouilles d'aider ces deux personnes ensevelies. Et ce bonhomme commence à creuser. Et il creuse avec une telle intensité. Vous savez que dans ce pays, nous sommes des extrémistes. On fait tout à outrance. Il tape, et les autres se sont mis à taper avec lui. 4 heures de travail. Et il y a une lucarne qui est formée et on tire ces gens de là. Quand ce monsieur sort... Ne me dis pas qu'ils étaient encore vivants? Oui, vivants. Quand ce monsieur sort avec sa secrétaire, il veut remercier ses sauveurs. Et il voit que c'est Boss Joe, son sauveur. Alors, il s'enlace, c'est la belle affaire, mais il ne connaît pas Boss Joe. Et Boss Joe lui dit, ou pas qu'on aime, même qu'on est très bien. Et Boss Joe lui dit, il y a quelques années, j'étais venu faire un job chez vous. J'étais en train de monter un mur avec d'autres boss et l'architecte. Et je vous ai vu arriver dans votre grande voiture de luxe climatisée. J'ai tapé à la fenêtre parce que je n'avais pas d'autre choix. Je vous ai dit, patron, un petit monde qui est malade, chancel là, mourir. Bon, 2500 gouttes, tant pis pour mal sauver. Et vous avez dit à l'architecte, vous le connaissez? L'architecte a dit, non, c'est bien le premier jour qu'il travaille avec nous. Et vous avez mis la main à la poche, vous m'avez donné tout ce que vous aviez dans votre poche, et vous avez dit à votre chauffeur, prends-le, menez-le chancel, il y a une vie à sauver. Eh bien, je dis, je vais nous remettre tout ça. C'est le deuxième cas. C'est le deuxième. Donc, quand on vit des drames, il faut voir que l'humanité est diverse. Nos convictions sont diverses, nos traditions sont diverses et nos réactions sont diverses aussi. C'est toujours une occasion de découvrir ce qu'il y a dans nos âmes. C'est une occasion de découvrir ce que nous avons comme lumière à l'intérieur de nous. Où nous allons pencher vers la couardise, où nous allons devenir des héros. Et je dis que le 12 janvier a permis de découvrir des héros et aussi de savoir que le côté très matérialiste de certains individus pouvait également sauver des vies. Le troisième cas, une petite amie à moi, architecte, minuscule, menue, est dans un supermarché. Et la chose se précipite et elle est, elle aussi, ensevelie avec un homme. Ils sont restés là-dedans 5 jours et 5 nuits. Tout ce qu'ils ont trouvé pour se nourrir, c'était un bocal de mayonnaise qui était tombé avec eux et une bouteille de soda. Pour rester en vie, ils se racontaient leur vie. Mais ces gens du supermarché avaient leur coffre-fort qui était aussi enseveli. Ils ont fait venir des Dominicains pour fouiller afin de sortir les coffres-forts. Et en sortant ces coffres-forts, ces gens-là qui étaient en dessous sont également sortis. Donc, c'est le matérialisme, qui va en même temps sauver une vie. Donc, il faut se dire que dans la vie, il y a toujours des événements qui nous surprennent et qui nous mettent face à des vérités qu'il faut admettre pour ce qu'elles sont. Donc l'arrogance surprend, l'humilité surprend aussi. La compassion surprend. L'empathie. L'empathie aussi. Et le dernier, le quatrième? Le quatrième, c'est l'histoire de Tony et de Polo. Tony est un étudiant qui vit seul ici. Il est étudiant en droit. Ses parents sont à Saint-Domingue et chaque jour, il descend d'Elma pour aller suivre ses cours. Et il rencontre chaque jour Polo. Polo, c'est un bonhomme, disons, de la rue, qui ne fout rien, mais qui mendie. Chaque jour, il donne une monnaie à Polo. Ce jour-là, Polo lui dit, « Ah, patron, je suis là, comme d'habitude. » Et il dit à Polo, « Waouh, je suis désolé, aujourd'hui, je n'ai rien pour toi, mais je dois payer mon cours, il me restera 100 gourdes. Je te promets de te donner quelque chose de ces 100 gourdes. » Polo dit, « Ok, patron. » Il s'en va.
l'école tombe et Tony est enseveli. Donc, je vous passe les détails. Les heures ont passé. Tony sait qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'y a pas moyen de sortir de là. Et il entend taper, 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 taper. Et il s'entend appeler « Patron, patron !» Il dit « C'est pas possible, je rêve. Peut-être que je voyage déjà parce que j'entends des voix. Patron, patron !» Et il entend la personne dire « Mais venez aider non, patron là. Patron doit me faire me toucher. » C'est Polo qui est venu avec son monde tirer Tony de là. Et Tony, le remerciant, il lui dit « Mais non, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour les 100 gouttes. Est-ce que tu as les 100 gouttes ?» Tony lui dit « Non, je n'ai pas les 100 gouttes. » Et Polo lui dit « Mais je sais très bien que tu n'as plus les 100 gouttes. Mais je me suis payé. » Et Tony de lui dire « Tu t'es payé comment ?» Il lui a dit en te donnant la vie. Maintenant, c'est moi ton papa. Donc, ce sont des choses cocasses et merveilleuses. En effet, oui. À savoir, ce sont des choses à savoir et aussi à retenir. Donc, tous ces faits insolites sont dans le livre. Oui, ces faits sont décrits, entre autres, et bien d'autres, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'histoires ici. Et j'ai voulu faire ce distinguo pour que nous sachions que quand nous vivons un moment effroyable, comme c'était le cas, il faut se demander pourquoi. Et là, nous arrivons au moment où nous devons, toi et moi, nous demander pourquoi c'est arrivé et quelle était la raison et la cause de cette affaire-là qui nous a pris tant de vies humaines. Et quelles étaient ces vies-là? À quoi est-ce qu'elles avaient servi? Pourquoi elles ont été fauchées à ce moment-là? Pourquoi d'autres sont sortis vivants, d'autres ont survécu et d'autres ont voyagé? Oui, pourquoi tellement de miracles? C'était le cas de Dieufin, qui va à GOC pour suivre un cours et qui, ne manipulant pas bien la langue française, même s'il maîtrisait le vocabulaire, a attendu M. Duvalsin, son professeur, en dehors de l'école, et l'école tombe. Tout le monde meurt, excepté Dieufin et M. Duvalsin. Alors, pour ne pas être ridiculisé par ses camarades. Oui, à cause de son articulation déficiente. Donc, il a attendu dehors. Oui. Et la ça maison. lui a sauvé la vie. Et mon histoire à moi est encore plus insolite. J'ai une galerie d'art. D'habitude, le mois de janvier, c'est le meilleur mois de l'année. Parce que mes clients ont à payer le bonus, ils sont très occupés en décembre. Décembre, c'est pas vraiment le bon mois. Et janvier, c'est le mois où je vais travailler, mais vraiment comme une négresse que je suis. Alors, le 7 janvier, j'annonce à ma famille que je pars. Et mon époux me dit, je sais qu'en général, la petite tête voyage, mais Dieu te répond toujours, qu'est-ce qui se passe avec le Dieu à l'intérieur de toi? Je lui dis, le Dieu à l'intérieur de moi me dit qu'il faut que je me déplace. Il me dit, bien oui, tu te déplaces quand? Je dis demain, c'était le 8 janvier. Je pars, le tremblement de terre arrive, et je suis avec une amie qui s'appelle Maria Sali dans un restaurant. Et je lui dis, il faut que je te fasse des cartes, il se passe quelque chose dans ma tête que je ne comprends pas. J'ouvre les cartes et je lui dis, mais nous devons rentrer. Je rentre et je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vois dans mes cartes? Je dis, le néant. Haïti disparaît, il semble, mais pas tout à fait. Elle me dit, comment ça? Et je dis, mais ouvrez la télé. Et on ouvre la télé, et à la télé, ce que le chroniqueur annonce, il y a eu un tremblement de terre, il semble qu'Haïti a disparu. Et l'écran est tout noir. Alors ces femmes-là qui étaient avec moi se mettent à hurler. Je dis, non, 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 allumez toutes les bougies, on va envoyer de l'énergie positive et on va sauver ce qui reste. Bon, elles ont obéi, ce qu'on a fait. Si bien que j'ai été la première personne à faire le contact pour Haïti, et je me suis retrouvée pendant 4 jours et 4 nuits, bloquée devant l'ordinateur, à faire des contacts ici et là. Si bien que j'avais perdu mon fils dans cette affaire, et en cherchant des gens pour des gens, mettant des gens ensemble, quelqu'un a envoyé le message, « Gon docteur là encore,
Et li tel gens, c'est li capé des moun. Avec le dash de docteur Laroche. Et je dis, mais comment il est? Quand on a décrit la personne, j'ai dit, mais non, il n'est pas médecin, mais c'est mon fils. À l'époque, il travaillait au Dash avec le docteur Laroche. Alors, ce qu'il faisait, il s'amusait à voler les médicaments et à porter aux gens un petit peu partout, si bien qu'il va perdre son job. Ok. Oui, mais il va être pris en main par Sean Penn et avec Sean Penn, il va recommencer à faire du bénévolat et c'était là sa voie. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle notre intuition nous dit de faire une affaire de fou. Quand on nous dit de poser un acte de fou, il faut le faire. Parce que très souvent, l'intelligence nous bloque et nous empêche d'être à l'écoute du Créateur, du Dieu à l'intérieur. C'est l'intelligence qui fait ça, qui en est la cause. Qui font quoi? Non, tu viens de dire parfois l'intelligence nous bloque. Oui, parce qu'à l'âge de 7 ans, on devient tellement raisonnable qu'on n'est plus à l'écoute. Avant 7 ans, nous sommes comme les chats. Nous voyons, nous entendons. Souvent, les enfants parlent à des personnages que les autres membres de la famille ne voient pas. Et à 7 ans, on commence à rentrer dans la raison et on se dit, c'est quoi cette affaire? Et de plus en plus, on s'éloigne de l'instinct. L'intelligence prend la place de la sensibilité. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'on devient de plus en plus matérialiste. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Atlantide. Quand Dieu a envoyé les êtres qui devaient aider à l'évolution spirituelle de l'humanité, Dieu leur avait dit de ne pas se mêler aux êtres en évolution. Il était trop tard pour métisser les deux. Et alors Ève a vu Cano, qui était un être en évolution et qui était tellement beau. Elle a eu cette relation sexuelle avec lui et elle a raconté l'affaire à Adam. L'allégorie, c'est qu'on nous montre beaucoup le jardin d'Éden, un serpent qui va tenter Ève, qui mange la pomme. Mais c'est pas la réalité. Donc le serpent, c'est Cano. Et la pomme, c'est cette luxure qui s'est mise de la partie. Alors Adam a dit à Ève, nous ne pouvons pas continuer à remplir la mission, puisque nous avons été déchus par ton acte. Donc ils sont partis. Et quand ils sont partis, il y a des êtres comme toi et moi qui étaient là et qui sont partis aussi.